Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, épisode triplement spéciaux comme je l'ai annoncé hier, d'abord par la qualité des invités que j'ai à côté de moi et qui se renouvellent tous les jours. Vous verrez des nouveaux visages aujourd'hui avec Arnaud qui sera là aussi, Olivier et Jérémy que je vais présenter dans une seconde. Exceptionnel parce qu'on est non pas en direct mais on enregistre à Las Vegas sur ce plateau fantastique du studio Build On AWS. Vous pouvez nous retrouver toute la journée à partir de 11h du matin, heure PDT. Donc ça fait quoi, à partir de 20h le soir. Mes collègues sont en direct ici pour commenter l'actualité de re:Invent sur twitch.tv/AWS. Si vous n'avez rien à faire ce soir, allez-y, c'est toute la semaine. Et puis, exceptionnel également, parce que le podcast AWS en français, d'habitude, c'est de l'audio, mais là, vous nous voyez également. Et ce matin, on a réussi à avoir du café, donc, sauf Olivier. Ce qui explique peut-être la pêche complémentaire, c'est dû à la caféine. Aujourd'hui, ça va être encore plus génial. Jérémy Rodon, Solution Architect, instructeur AWS, AWS Hero. Tu as un CV long comme ça. C'est pas ton premier re:Invent, tu es là depuis quelques années déjà. Tout à fait, mon troisième. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les annonces hier? Alors bon, moi comme je suis souvent dans ces sujets-là, ce qui m'a marqué, c'est l'annonce de XKS, un petit peu confidentielle comme annonce, mais voilà. Donc je me suis dit, c'est une extension de KMS. KMS, c'est un système de gestion de clés managé dans le cloud. Qu'est-ce que c'est XKS? Alors, KMS, donc effectivement, c'est le truc qui nous permet de cocher une case et pouf, on chiffre nos données. Donc ça, dans AWS, ça a toujours été facile. Que ça soit sur S3, sur EBS, sur S3, EC2, les bases de données, tout. Il y a plus de 100 services maintenant qui sont intégrés, on coche une case et pouf, ça marche. Et il y a quelques années, AWS avait déjà introduit le Custom Key Store, le CKS, non, oui, c'est ça, qui permettait de s'interfacer avec Cloud HSM, qui est l'offre de HSM managée de AWS. Et là, hardware security module, les hardware security modules. Hardware pour mettre vos clés avec de la mémoire qu'on ne peut pas aller bidouiller. Si on ouvre la boîte, elle explose, elle détruit les clés. Exactement. Et là, cette année-là, justement hier, ce qui a été annoncé, c'est XKS, donc c'est une extension pour le Custom Key Store, qui maintenant ne supporte plus que Cloud HSM, mais également l'utilisation d'un HSM complètement à la main des clients, et potentiellement en dehors du Cloud AWS, par exemple dans les data centers des clients. Ça veut dire que maintenant la clé, je ne vais pas dire route parce qu'il y en a encore une au-dessus, donc c'est pas vraiment la clé route, mais la clé, la Customer Master Key, donc la clé qui sert à générer toutes les clés spécifiques à des services ou à des objets, pourrait être stockée en dehors du Cloud AWS sous le contrôle du client. Tout à fait, et moi, il me semblait bien que c'était la clé route. Oui, c'est la Customer Master Key. C'est la Customer Master Key, mais oui, dans le... Non, mais je sais que dans KMS, tu as raison, mais je crois que sur le Custom Key Store, c'est un peu différent. Mais enfin, je suis sûr d'ailleurs, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait aller mettre la clé chez soi? Un des gros avantages que ça peut avoir, il y a un gros avantage et un gros désavantage. Le gros avantage, c'est que ça nous procure un chemin d'audit complètement indépendant. Et finalement, comme les HSM, c'est les nôtres et qu'on les a chez nous, on peut vérifier sans le moindre doute possible que ce que dit CloudTrail sur l'accès aux clés, donc ça c'est KMS qui va produire les traces CloudTrail, correspond à ce que dit notre HSM sur l'accès aux clés. Donc ça c'est l'aspect technique, c'est-à-dire je ne fais pas confiance à AWS et là je veux vraiment vérifier que c'est... Que ce soit une question de confiance ou une question de conformité à certaines réglementations, l'idée c'est que voilà, on peut vérifier par un chemin d'audit indépendant que les traces sont cohérentes et ça peut avoir quand même un certain côté rassurant. Ça, c'est le côté plus, pour ceux qui en auraient besoin. Il y a un côté moins, c'est que de fait, quand on fait du XKS, on devient le plein et entier responsable de la durabilité des clés et de leur disponibilité. Oui, si je perds mes clés, Amazon ne peut rien faire pour moi. Exactement. En fait, pour le côté disponibilité, si nos HSM ne sont pas là, KMS ne peut pas déchiffrer et donc le service qui est derrière ne peut pas fonctionner. Ouais, mais ça veut dire que plus aucun service qui utilise du chiffrement ne fonctionne. Je ne peux plus lire un objet sur exactement. Donc ça, c'est le côté disponibilité, c'est déjà embêtant, mais voilà. Mais le pire, c'est vraiment le côté durabilité où effectivement, là, si on perd les clés, si on gère mal nos backups ou si on a notre data center qui flambe entièrement, la perte des clés, c'est égal à la perte des données, en fait. Effectivement, AWS, du coup, nous donne le moyen de mettre les clés à l'extérieur et donc ne s'occupe plus de la durabilité des clés. Il y a un des product managers qui me disait en expliquant ça, c'est comme si vous étiez relié à un tuyau d'oxygène et que ce tuyau d'oxygène, tout d'un coup, il est entièrement sous votre contrôle. Il sort de l'hôpital, il traverse la rue, il va ailleurs et c'est votre responsabilité. Oui, tout à fait. Donc voilà, il y aura un enjeu d'expliquer bien
ce trade-off et de voir qui a réellement besoin et qui a réellement la capacité derrière à s'occuper de ça, parce que c'est pas facile de s'occuper de HSM. Mais bon, au moins la possibilité existe maintenant, et je pense que ça va ouvrir des Qui peut être intéressé discussions. par ce genre de fonctionnalité? Moi, en tant qu'architecte en France, j'ai pas mal de clients, notamment des gens qui ont, on va dire, des infrastructures un peu vitales ou SNCF, etc. Il y a des gens qui ont des craintes par rapport à AWS, par rapport aux lois extraterritoriales, etc. Craintes qui sont pas mal alimentées par l'environnement politique en France. Et j'espère en tout cas que cette nouvelle feature permettra d'avoir une discussion un peu plus apaisée sur les possibilités techniques existent maintenant. On a ce qu'il faut. AWS a joué le jeu. Et après, on verra. Je ne sais pas si beaucoup de gens finiront par l'utiliser au final. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est pas juste un tick mark de conformité, dire OK, c'est possible, mes auditeurs sont contents, mes gens de sécurité sont contents, mais je vais pas le faire parce que c'est trop risqué. Eh ben, je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de ça, ouais, effectivement. Mais je vais voir. Hein, ça date d'hier, donc j'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec des clients. Mais il y a des banques qui l'ont fait, des banques US qui n'ont pas ces mêmes problèmes de conformité, de souveraineté de données dont on parle en France, etc. Qui, après avoir évalué l'offre, ils étaient très enthousiastes au début. Ils ont dit non, finalement, le faible delta de sécurité par rapport à la responsabilité de gérer une infrastructure de leur côté. En fait, c'est un shift terrible dans le modèle de responsabilité partagée. Oui. La frontière change complètement. Ouais, tout à fait. Clients. En fait, je m'attends à ce que la présence de EKS serve à alimenter des discussions qui finalement mèneront les clients à peut-être utiliser le Custom Key Store avec Cloud HSM. Où là, c'est d'un point de vue disponibilité, les enjeux sont un petit peu moins élevés parce que AWS gère quand même la partie backup sur Cloud HSM. Mais du coup, tes clés restent dans le cloud. Oui, mais AWS, en fait, une fois que tu as fait le chemin intellectuel de dire, OK, en fait, ce qui est important, c'est pas tant où est le HSM, c'est que ce soit dans un HSM que je contrôle. Je me dis, je me trompe peut-être, mais je me dis que finalement, il y a pas mal de gens qui se diront, finalement, Cloud HSM, c'est un HSM, le dossier qui a été fourni au NIST, on peut le consulter, bon, c'est des HSM tout à fait standard qui marchent très bien. Et donc finalement, quitte à partir sur ce chemin-là, peut-être que je vais préférer avoir des HSM qui sont quand même pseudo-managés, AWS, il n'y a pas accès, c'est quand même moi qui gère, mais au moins, il y a toute une partie backup qui est mise en place. Et qui peut quand même sécuriser, parce que encore une fois, il y a quand même un risque réel de perte de données et à grande échelle, quoi. C'est marrant parce qu'en préparant ce podcast, toi tu viens avec le risque de perte de données. Moi je pensais plus disponibilité. Je n'avais pas pensé aux pertes de données. Si vous perdez votre clé principale, on ne peut plus rien déchiffrer, quoi, parce que toutes les clés individuelles qui ont servi à encoder là un volume EBS, là un objet S3, là le stockage d'une fonction lambda, sont chiffrées avec cette clé-là. Donc on ne peut plus déchiffrer les clés, on perd tout. Et attention, AES c'est sérieux, hein, personne ne sait déchiffrer AES, hein, ni la NSA, ni la CIA, ni AWS. Donc non, vraiment, faut avoir une discussion très posée et très objective sur le sujet. Et ça vient sans coût complémentaire? Du côté KMS, il n'y en a pas. C'est toujours $1 la clé. Après, il y a le coût d'administrer et de mettre en place nos HSM, les proxys qui vont avec. Il y a tout un détail technique. Il y a un Direct Connect sans doute à mettre en place aussi. Donc tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Mais côté KMS, ça ne coûte pas plus cher qu'avant. Donc voilà, si vous tournez des workloads, des applications qui sont hautement régulées, où vous avez des besoins de conformité très stricts, jetez un coup d'œil à cette solution, regardez si ça peut être une réponse à ces besoins, si ça peut vous aider à remplir vos exigences de conformité. Sinon, restez-en à distance. Et contactez-moi si vous voulez en parler, parce que j'adore le chiffrement, c'est mon dada. Voilà. Et Jérémy me disait aussi, c'est la première fois que je vois AWS qui lance un service où clairement, on dit aux clients, n'y allez pas, quoi. Faites-le vraiment si vous avez besoin. Parce qu'effectivement, il y a ce shift de responsabilité. Bien voilà, je pense que c'était très clair. C'est quoi ton programme aujourd'hui à re:Invent? La keynote, et puis je crois que j'ai une session cet après-midi ou en fin de matinée. Donc j'ai un agenda qui se rappelle de ça pour moi, j'irai regarder. D'accord, tu reviens demain? Oui, avec plaisir. Merci. J'aurais moins de choses à dire, mais... Jérémy. Olivier, vous connaissez Olivier également. Olivier Leplu, développeur advocate à AWS France. Olivier, toi, tu es parti dans le serverless. Il y a un truc qui t'a accroché en serverless hier. Oui, alors moi je suis purement développeur, donc moi le chiffrement c'est cool. J'aime bien que mes données soient chiffrées. Mais je passe pas. Voilà. Comment ça marche? Oui, après le faire, c'est autre chose. Donc effectivement, moi je suis développeur, donc ce qui m'a bien intéressé hier, c'est l'annonce en preview de OpenSearch Serverless.
Parce qu'encore une fois, en tant que développeur, l'infra, pareil, c'est sympa, mais moins je passe de temps dans l'infrastructure, Au mieux. et mieux c'est. Et si je peux éviter d'avoir à créer mon cluster OpenSearch et le gérer, ça m'arrange. Alors OpenSearch, c'est quoi déjà en high level pour ceux qui ne connaissent pas? OpenSearch, c'est un système de recherche, indexation, voilà, qui sert surtout pour faire soit de l'analytics, soit effectivement des applications qui font de la recherche textuelle. Typiquement, on peut aller mettre ses logs là-dedans et puis Exactement. faire des dashboards et rechercher. Exactement. Alors moi, oui, on peut faire ça. Moi, j'aime bien surtout la partie effectivement recherche texte. Donc, tu peux faire un moteur de recherche finalement. Et pour faire des applications où tu peux avoir des filtres, de la recherche, etc. C'est plutôt cool. Quel est le challenge qu'on essaye de résoudre avec OpenSearch serverless? Et le même challenge que tout ce qui est serverless essaye de résoudre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une, pas besoin de gérer l'instance. Et de deux, pas besoin de gérer le scaling de ton instance. Et de trois, de payer que à la consommation quand tu utilises le service. En fait, c'est ça que les clients le disent, c'est déployer un cluster OpenSearch, il faut mettre des nœuds, il faut que ça soit un cluster, il faut le scaler ce cluster. Et puis là, ce qui est bien en plus, c'est que ce niveau scaling au niveau prix, la manière dont OpenSearch marche, c'est un peu différent la version serverless, c'est un peu différent, c'est que ils ont découplé en plus tout ce qui est ingest et query. Donc tu vas avoir une compute unit pour tout ce qui est ingest, une compute unit pour tout ce qui est query, et il y a un bucket S3 pour tout ce qui est stockage des index. Et ils vont scaler indépendamment les uns des autres. Donc si tu as beaucoup de queries d'un seul coup, il n'y a que le compute unit du query qui va scaler, et pas les autres. Donc on va payer que pour ce qu'on utilise, et en plus que pour la partie qu'on va utiliser. Donc s'il y a beaucoup d'ingestes d'un seul coup, les autres ne seront pas impactés. Ça veut dire qu'ils ont séparé la partie compute et la partie stockage probablement, comme on le fait sur d'autres services. C'est ça. Et même la partie compute, la partie ingest et la partie query, c'est deux compute units différents. C'est marrant que tu parles de ça parce que dans le podcast AWS en français de la semaine passée, donc remonter un peu dans l'historique, je parlais avec les gens de QuickWheat, une start-up franco-américaine qui crée un moteur de recherche et d'indexation plutôt pour les logs, mais aussi où ils ont séparé cette partie data ingestion, query et puis stockage, et ils utilisent Amazon S3 ou des stockages compatibles S3, et donc ça ressemble de très fort, ça résonne, ce que tu es en train de dire résonne à ce dont on a parlé dans le podcast la semaine passée. OpenSearch en serverless, autre chose? Non, juste, c'est en preview et c'est disponible dans quelques régions, dont Europe, Irlande, donc on peut même l'utiliser chez nous. Merci Olivier. OpenSearch en serverless, ça continue la tendance. Serverless, on avait commencé très fortement l'année passée, même l'année d'avant, je crois, avec Redshift exactement, et d'autres. Donc de plus en plus, la partie data analytique passe en serverless, et c'est une superbe transition. Magnifique transition. Arnaud. On n'a pas fait exprès, mais vous voyez comment ça se... Arnaud Jean, Solution Architect, tu es basé au bureau à Lyon. Basé à Lyon, tout à fait. Correct. Les cheveux, c'est un fan de Jeff Barr. Les feux, c'est fan de Jeff Barr, c'est pour Reinvent. Non, je suis fan d'un chanteur qui s'appelle Machine Gun Kelly, et du coup, il est parti en rose, et du coup, j'ai dit, pourquoi pas le suivre, vu qu'il y a Reinvent dans la foulée. Jeff Barr, si vous ne connaissez pas, c'est notre chief architecte qui s'est teint les cheveux en purple cette année encore. Exactement. C'est une longue histoire, je vous la raconterai un jour peut-être dans le podcast, pourquoi il fait ça. On peut inviter Jeff Barr, mais son français est moins bon que le nôtre. Ça ne sera plus le podcast en français où je dois prévoir une traduction alors. Arnaud, merci d'être là. Qu'est-ce qui t'a marqué toi hier et les autres jours, parce qu'on est déjà mercredi aujourd'hui, dans les annonces de Reinvent? Alors ça passe très vite, en effet, mais ce qui m'a marqué dans la keynote d'Adam Selipsky, c'est vraiment la partie data, et plus précisément le Zero ETL. Zero ETL. En effet, oui. Dis-moi, c'est quoi ça? Alors, ETL d'abord. ETL, donc ETL pour Extract, Transform and Load. Donc extraire la donnée de systèmes sources, de bases de données, de fichiers plats ou d'autres éléments. Des transformations pour mapper vis-à-vis de la logique métier et des besoins métiers sous-jacents. Et enfin, le chargement dans une cible, le plus souvent un data warehouse, un Redshift ou autre. Et donc ça, aujourd'hui, avant ce dont tu vas parler, ça se fait comment sur AWS? C'est plutôt Glue quel outil? En effet, tous les chemins mènent à Rome, donc il y a plusieurs moyens de le faire, en effet. J'ai déjà entendu. On a la possibilité de faire avec AWS Glue, en effet, c'est un ETL serverless également, qui permet d'écrire en code Spark, soit en Python, soit en Scala, sa logique, et ainsi charger ses données. On a un Glue Studio qui est disponible, donc pour les personnes qui ne seraient pas forcément familières avec du Spark, mais qui pourraient faire en low-code, eh bien c'est tout à fait possible également. Il y a Brew aussi. On a Glue Data Brew qui vient en général dans les pipelines de données. On va avoir plusieurs étapes, et cette partie Glue Data Brew vient sur la partie Data Quality, donc va venir en amont, et Glue Data Brew est vraiment très graphique, donc pour du low-code aussi, et va s'adresser à des populations business analyst, data analyst.
C'est la démo que j'ai réussi à faire tout seul. Donc c'est facile à utiliser. Et si on est plutôt à IML, là il y a les mêmes choses dans SageMaker. Il y a les mêmes. Dans SageMaker, j'ai oublié son nom. En effet, il y a une petite préparation de données. Il y a un outil avec SageMaker Data Wrangler qui permet de faire en effet cette préparation de données. Donc puisque dans la partie machine learning et deep learning, 80% du temps que vous passez, c'est à préparer de la donnée. Donc en effet, c'est vraiment important. Et le troisième élément, c'est Amazon EMR pour Elastic MapReduce, qui permet, via un cluster Big Data, en effet grand-père, mais d'arriver à ses fins. Alors ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui change? Alors ce qui change, c'est que du coup, ce qui a été annoncé en preview, c'est avec Amazon Aurora, l'intégration avec Amazon Redshift, sans avoir à construire justement ce pont au travers d'IMR, au travers de Glue, entre Aurora et Amazon Redshift. J'essaye de me mettre dans les pieds d'un data scientist pour comprendre ce que tu dis. J'ai une base de données Aurora, disons Postgres, j'ai Redshift où je fais mon analyse. Tout à fait. Donc Redshift, c'est du data warehouse de l'autre côté. Typiquement, ce que moi je dois faire, c'est faire un pipeline de transformation de données pour extraire les données dans Aurora et les mettre dans Redshift. Exactement. Avec un des outils qu'on a mentionné avant. On est d'accord. Et là maintenant, c'est plus nécessaire? Et c'est plus nécessaire, en effet. Alors pour le moment, uniquement le moteur MySQL est disponible, bientôt Postgre. Mais en tout cas, c'est vraiment le fait de supprimer cette étape intermédiaire qui va faciliter la vie de nos data scientists, de nos clients de façon générale, et même on peut aller sur la partie métier, donc on peut se rapprocher du métier d'autant plus qui pourra utiliser cette fonctionnalité pour éviter de se rajouter une étape supplémentaire pour rien. Ça se présente comment? Je vais dans la console Aurora, puis j'ai un export to Redshift, et comment je définis mes transformations? Parce que souvent il faut quand même écrire du code. Alors, je pense qu'il faudra creuser à ce niveau-là ce qui sera possible de faire, notamment via la preview qui est disponible, uniquement sur North Virginia au jour d'aujourd'hui, mais ça permettra de voir où est-ce qu'on met le curseur entre je peux utiliser cette fonctionnalité qui permet de faire du 0 ETL versus j'ai besoin de faire une pipeline de données avec des transformations comme on vient de le décrire précédemment. C'est probablement une offre low code. En effet. Pour automatiser et entièrement manager pour les pipelines. Oui, je pense que ça va dans ce sens-là en effet. Entre Aurora et Redshift, et puis il y a d'autres services qui sont supportés aussi. Non? Pour le moment, non. Pour le moment, non. J'ai mal compris. Non, il n'y a pas de... Entre Aurora. Donc 0 ETL. 0 ETL, tout à fait. C'est un nouveau truc dans l'industrie. Enfin, je veux dire, c'est un buzz pour le moment de simplifier le... Pour moi, qui ai fait de la data, notamment par le passé, avant de rejoindre AWS, où j'ai beaucoup créé ces pipelines de données-là, c'est un game changer, clairement. Puisque le temps passé entre le moment où le métier exprimait son besoin et le moment où c'est délivré, ça va de l'ordre de quelques semaines, voire quelques mois, en fonction de la complexité. Et c'est le temps que le métier perd à ne pas répondre aux besoins de leurs clients, à ne pas répondre aux attentes du marché, à délivrer de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est vraiment pouvoir aller plus rapidement et innover plus rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose, un grand pas dans le domaine de l'industrie de la data analytics. Cool. D'autres choses qui ont attiré ton attention ces premiers 2-3 jours de reInvent? Beaucoup de monde, très content de voir beaucoup de monde, ça me fait très plaisir. Pour la petite anecdote, je suis sur la partie aussi Deep Racer à supporter, donc je chase, comme on dit, la voiture autonome avec un micro. Je fais des commentaires également, puisque j'aime beaucoup ça, mais c'est fatigant, c'est très fatigant. Deep Racer, ce sont des voitures autonomes que vous pouvez programmer vous-même avec un modèle d'apprentissage machine. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est pas compliqué. Non. Vous êtes super bien guidé, et puis vous uploadez votre modèle sur la voiture, vous la mettez sur un circuit, la voiture tourne, et il y a une compétition, c'est ça, on peut gagner. Et il y a une compétition, le championnat a eu lieu, et on devrait justement, le championnat se termine ce matin, et devrait être présenté juste avant la keynote de Werner. D'accord. Pour les gens qui veulent tester pour les gens qui veulent tester sur la console AWS, on peut avoir un environnement virtuel sans forcément avoir la voiture, donc aller dans la console et regarder Deep Racer. Et si vous voulez vraiment la voiture, on l'achète sur Amazon.fr. Et elle est disponible sur Amazon, en effet, vous pouvez l'acheter, mais à peu près $400. Mais l'objectif est vraiment de s'amuser, de pratiquer le machine learning via le service Deep Racer dans la console AWS. Et vous verrez, c'est tout à fait simple. Vous écrivez une fonction en Python qui va récompenser la voiture si elle se comporte bien, savoir si elle reste sur la piste. Et si elle sort de la piste, eh bien vous allez descendre le score de confiance pour lui dire c'est pas bien ce que tu as fait, reste sur la piste et ainsi faire le meilleur temps en course. On appelle de l'apprentissage par... le reinforcement learning, en effet. En gros, on te tape sur les doigts si tu fais un truc pas bien et on te donne un petit bonbon si... Exactement, c'est exactement ça. C'est comme ça que je l'explique. Mais c'est très bien, c'est une très bonne définition. Mais on pourrait faire un podcast, un épisode entier là-dessus, ça me donne une idée, tiens, je te recontacte. Après. Je suis preneur. Il n'y aura pas de vidéo, ça sera en audio, mais on fera ça pour expliquer. Avec plaisir. Deep Racer. Il y avait un championnat au Summit à Paris d'ailleurs. Tout à fait. Et le vainqueur de Paris est ici à Las Vegas. Est présent ici, ainsi que des différents summits, en effet. C'est la finale de tous les championnats nationaux qu'on a fait au fil de l'année. Et les vainqueurs étaient à chaque fois invités à Vegas pour la grande finale. Première ligue de course. De course,
oui. voitures pilotées par intelligence artificielle. Ah, il y a la Formule 1 et il y a Deep Racer. Exactement. On va négocier les droits TV pour la prochaine année. Bien, merci d'avoir regardé ce podcast ou écouté, ça fait drôle de dire regarder ce podcast, écoutez ce podcast, regardez ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve demain à peu près même heure, même endroit sur le YouTube d'AWS France et sur le podcast AWS en français avec d'autres invités, d'autres découvertes, d'autres nouveaux services pour un 3e et dernier épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien.